Alors, c'est une première session de cours de série pour l'Afrique sur les négociations sur le climat. C'est le CNUCC et c'est vraiment la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Cela est fait en collaboration avec la PAFO, les organisations paysannes et l'Académie. Alors, partage les FFD. Alors, je vais être votre facilitatrice pour cette session qui prendra 2 heures. Alors, c'est la première session qu'on nous espère et que nous espérons que le temps sera suffisant. Alors, attendez un peu. Oui, nous y sommes. Alors, la session d'aujourd'hui consiste de ces parties. Nous aurons les remarques d'ouverture par AHARA et de l'Académie, et puis nous aurons les remarques d'accueil par le secrétaire exécutif de la PAFO. Et puis après, je vais vous présenter l'introduction de ce cours qui se passera en ligne pendant les 6-7 mois. Et puis après, je vais discuter les concepts clés utilisés. Et il y aura une présentation par Dr. James Murombezi. Il y aura une session de questions-réponses. Et puis après, il y aura 10 minutes de faire une enquête par rapport à la session. Et nous devons aussi se mettre d'accord sur la date de la session suivante. Alors, je vais arrêter à partager et puis je donne la parole à Ara qui va maintenant assurer la locution d'ouverture. D'accord? Merci Tina, bonjour à vous tous. Et je m'appelle Clara Lana, je suis agent de programme au niveau de l'Académie AHA et je suis chargée du programme, c'est-à-dire de ces séries de notre côté. AHA, c'est une institution académique et nous sommes impliqués nous travaillons avec beaucoup de vos organisations. L'année passée, travaillé avec des représentants de l'Afrique sur la conférence du changement climatique et ces représentants ont dit qu'ils ont besoin d'avoir plus de compréhension par rapport aux négociations sur le climat avant de participer dans ces événements. Et comme ça, et pour leur permettre de faire le plaidoyer au nom des intérêts des agriculteurs. Et c'est pourquoi cela a déclenché l'idée d'avoir ces formations pour l'événement à venir sur le climat. Alors, nous sommes ravis et de développer ces séries de séminaires et nous sommes heureux vraiment et nous sommes fiers que nous sommes capables de lancer ces séries aujourd'hui avec vous les partenaires et nous sommes excités d'être avec vous participants. Soyez libres d'utiliser ces séries comme source de connaissances et aussi comme opportunité de faire le réseautage. Et comme ça, vous pouvez envoyer des messages cohérents au niveau du COP28. Alors, j'attends vraiment impatiemment de connaître chacun de vous et je vous souhaite des délibérations fructueuses pour cette première session. Alors, je donne la parole à Christophe. Oui, merci beaucoup Clara et bonjour à vous tous. De mon côté, je m'appelle Christophe Braca. Je suis quelqu'un qui se charge d'appui de ce programme au niveau de l'Académie. L'Académie finance cette série de formations sur le processus de CCNUCC et le rôle des organisations paysannes. Et comme ça, je suis ravie parce que cela maintenant s'organise et se tient aujourd'hui. Et j'aimerais remercier la PAFO pour cette opportunité comme organisateur et aussi pour leur appui. Et FFD pour la conception de ces sessions et vous tous vraiment pour votre participation active. Alors, j'aimerais parler vraiment compléter ce que Clara a dit. L'idée de ces séries provenait des besoins qui a été soulevé par les représentants pour leur permettre de mieux s'exprimer dans les conférences et aussi au niveau des plans de CCNUCC.
NUCC et aussi savoir le poids d'entrée pour les communautés. Alors, cela va fournir de la clarté par rapport à cet aspect. Lié à cela, nous avons cette attente que l'opportunité d'avoir une influence et surtout par les agriculteurs sera vraiment important. Alors pour soutenir cela, il y aurait des sessions pour traiter les questions des rôles des organisations paysannes et aussi les sessions de renforcement de la capacité en matière de plaidoyer. Et nous espérons que grâce à votre participation, et surtout la voix des agriculteurs sera toujours bien représentée dans les négociations mondiales. Oui, et avec ces quelques remarques, je vous souhaite des séminaires fructueux et j'attends vraiment suivre les discussions et aussi le partage des expériences et des points de vue. Merci beaucoup. Merci Clara, merci Christophe. Je donne la parole maintenant à Baba Femi et pour les remarques d'ouverture au nom de la PAFO. Baba Femi, la parole c'est à vous. Oui, merci Tina pour m'avoir donné la parole et surtout pendant cette première session de renforcement de la capacité du programme. Et comme déjà mentionné par Clara et par Christophe, et comme ça, vous avez aussi nous donné l'ordre du jour de ce programme, j'aimerais dire que le renforcement de la capacité a été prévu de soutenir les participants dans le processus de CNUCC et les réunions du COP pour qu'ils puissent naviguer le terrain compliqué des événements. Comme ça, c'est une opportunité que nous offrons aux organisations paysannes de bénéficier vraiment de leur participation. Et c'est parce que nous reconnaissons que le changement climatique a un impact néfaste sur l'agriculture en Afrique. Et cela est un appel pour une action urgente et surtout au niveau des parties prenantes pour que nous puissions mieux comprendre les questions, les enjeux et contribuer efficacement dans la recherche des solutions. Et nous reconnaissons que le secteur agricole est un secteur important de l'Afrique et nous avons besoin d'avoir une meilleure voix, surtout au niveau des organisations paysannes régionales pour représenter les intérêts de leurs membres. Et aussi, nous notons que nous avons la question de la sécurité alimentaire et c'est une impérative pour nous de savoir comment atténuer et s'adapter au changement climatique pour avoir des systèmes alimentaires plus durables en Afrique. Et il y a aussi un accès limité aux services financiers ou peut-être accès à la finance par les agriculteurs et les organisations paysannes. Et comme ça, nous reconnaissons que ce webinaire va nous aider à mieux comprendre les enjeux, les questions. Et chaque opportunité de présenter la voix des organisations paysannes et des paysans va être utilisée pour faire le plaidoyer, pour avoir un accès aux services financiers pour le secteur. Alors, la PAFO est vraiment ravie de travailler en étroite collaboration avec des partenaires qui ont été mentionnés dans le développement de ce programme de renforcement de la capacité. Et je vous souhaite, tous participants seront engagés. Et parce que c'est en ligne et nous avons besoin de l'engagement de chaque participant pour que nous puissions être bénéficier de cette session de renforcement de la capacité. J'aimerais remercier les partenaires qui sont collaborateurs avec nous et surtout pour le lancement de ce programme de formation. Et j'espère que nous allons bénéficier et aussi nous allons transférer la connaissance que nous avons aux autres membres qui ne sont pas capables de participer dans cette session. Je vous souhaite des délibérations fructueuses et j'attends vraiment avoir du feedback positif de chaque participant. Merci beaucoup. Oui,
Oui, merci beaucoup, Baba Femi, pour ces remarques d'accueil. On m'a demandé de présenter très vite les- l'introduction, la présentation des personnes qui sont avec nous. Alors, j'aimerais vous demander chacun de vous d'activer votre caméra et votre micro et vous allez nous dire que vous êtes qui. Et je commence par, j'ai ici Tinashe Chavhudka de Sakao. Vous avez la parole. Oui, merci Tina. Je m'appelle Tinashe Javunduka, je travaille pour la Confédération de l'Afrique australe des Unions comme chargée des programmes chargée de la résilience climatique en Afrique. Je crois que tous les participants connaissent déjà Sakao. Nous sommes une organisation régionale des paysannes. Oui, merci beaucoup. Vous m'excusez parce que je n'ai pas très bien prononcé votre nom. Non, il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour nous tous. Alors, la personne suivante, c'est Lestanga. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Tina. Bonjour à tous. Je vous parle depuis Yaoundé au Cameroun. Je m'appelle Gas Célestin. Je travaille pour la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, la PROPAC, en qualité de chef de département de la recherche et innovation. Merci beaucoup. Oui. Alors, nous avons Clara. J'aimerais demander à Derek Cabolo de se présenter. La connexion n'est pas bonne. Nous ne suivons pas très bien. Oups, nous nous excusons d'Eric. Il nous semble que votre connectivité n'est pas bonne. Comme ça, on n'est pas capable de vous suivre. Je viens du Malawi. Je travaille pour l'Union des agriculteurs comme chargée de l'agroalimentaire. Je coordonne les actions sur le climat au nom des organisations. Oui, merci Derek. Nous avons juste suivi la toute dernière partie parce que vous travaillez sur le financement climatique. Alors, vous allez mettre votre information sur chat parce que nous avons eu le problème de vous suivre au début. Alors, je vois ici après. Oui, nous avons toujours ce problème de connectivité. Derek, s'il vous plaît, vous allez mettre votre information sur la boîte de discussion pour s'assurer que nous tous, nous sommes au même niveau. Je crois que vous êtes du Malawi. C'est ça? Alors, comme ça, je vais continuer avec la session de présentation. La personne suivante, c'est Lorraine Awore. Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Aworo, je travaille pour la Fédération des agriculteurs au Kenya. Et puis, Emerons. Merci, Tina. Bonjour, je m'appelle Emerance Tueshima, je suis chargée des programmes au niveau de la PAFO. Et nous sommes basés à Kigali au Rwanda et je suis vraiment très ravie d'être avec vous pour ce programme et nous attendons vraiment avoir plus de compréhension et comment vous pouvez soutenir les organisations paysannes pour leur permettre de représenter la voix des agriculteurs. Et puis après, Martha Duplessis, vous avez la parole. Micro. On n'entend pas. On n'entend pas, Martha.
Martha, est-ce que vous êtes avec nous? On n'entend pas. Oui, nous ne sommes pas capables vraiment de vous écouter. Martha va mettre ces informations sur la boîte de discussion. C'est un problème avec le micro. Et puis après, nous avons pas faux communication. Bonjour à vous tous, je m'appelle Infa Bourdi, je suis chargée de la communication au niveau de la PAFO. Merci, c'est bon vraiment de vous rencontrer. Et puis nous avons Philippe Conze-Rose, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Philippe de l'Académie AHA en Allemagne, vice-président au niveau de AHA. Merci pour cette réunion et j'attends vraiment à apprendre beaucoup plus. Merci Philippe. J'invite Samuel Sentumbwe, vous avez la parole. Samuel Sentumbwe, vous avez la parole. Oui, je ne peux pas entendre. Bonjour. Oui, on vous suit très bien. Alors, Samuel, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, Samuel a déjà mis sa présentation sur la boîte de discussion. Nous avons Sakina Mukavele, vous avez la parole. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Sakina Mukavele du Mozambique. Je suis agricultrice et je suis chargée de la coordination du mouvement des paysans et je travaille aussi avec le ministère de l'Environnement. Je suis membre de WFO, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des paysannes. Merci, nous avons tout cool, Drem. Bonjour, je m'appelle Jonathan Toutkoul, je suis le coordinateur régional de la PROPAC. La PROPAC, c'est la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale. Merci. Oui, merci. Et puis, nous avons notre présentateur, Dr. James Morombazi. Merci Tina et bonjour à vous tous. Je m'appelle James Murombezi. Je suis coordinateur du secteur de politique. Je suis coordinateur du centre de politique du climat au niveau de l'UNECA. Alors, je suis très heureux d'être ici et comme ça, je vais vous présenter après par rapport au processus de CCNUCC. Et merci. Oui. Une minute. Alors, je n'ai pas donné la parole aux autres, même les interprètes. Nous apprécions vraiment les interprètes parce qu'on a du travail et je vais continuer avec ma présentation. Oui, une minute. Alors maintenant, j'aimerais continuer avec l'introduction de notre cours de formation. Alors tout d'abord, donc, nous essayons d'assurer que les organisations comprennent, participer et aient une influence sur les négociations du changement climatique qui sont liées à CCNUCC et spécifiquement de comprendre les concepts clés qui utilisent dans ce processus, surtout ce qui se focalise sur l'agriculture, la sécurité et le développement rural.
voir les processus de négociation climatique, les acteurs impliqués et quels sont les organismes différents qui sont liés à ce processus de CCNUCC. Comme aussi le processus au niveau national pour la préparation des négociations et les rapports sur le cadre de convention sont préparés. Et aussi, nous allons parler de finances. Il y aura des sessions différentes. La première session que nous venons de commencer ici, nous allons essayer de comprendre les concepts de base et l'histoire derrière la Convention sur le changement climatique. Après ça, nous aurons le rôle des organisations paysannes, c'est-à-dire pour étudier le rôle des organisations paysannes. Après ça, c'est une session qui sera menée par AHA sur le lobby et le plaidoyer. Quatrième session qui est sur des organismes de subsidiarité. Il y a une organisation sur la technologie et l'autre sur la mise en œuvre qui sont liés à SB 58 réunion qui aura lieu en juin. Nous allons voir si nous avons on peut ajuster les sessions 3-4 et pour les tenir juste avant la réunion de SB 58 qui aura lieu à Bonn en juin suivant prochain. Il y a aussi, on va vous expliquer ce que AFOLO signifie, je vais vous dire ça d'ici peu. Et il y a aussi le travail de Cornivia et Sharm el-Sheikh, donc le travail conjoint dont on s'est mis d'accord l'année dernière en Égypte. Premièrement, finalement, ce sont les processus nationaux liés à CCNUCC. Nous allons maintenant traiter la question des pertes et des dommages d'adaptation au marché, mécanisme de marché et la séquestration de carbone, les fonds et les financements du climat, les différents mécanismes qui existent, comment ils fonctionnent, les exigences nécessaires. La session suivante qui va maintenant, il aura lieu avant la conférence prochaine des COP28 au niveau des Émirats unis. Et finalement, on aura une session sur les compétences de négociation, comment se préparer, préparer les arguments basés sur l'agriculture. Je n'ai pas donné les données sur tout cela parce qu'il va falloir que nous nous mettions d'accord sur ces questions. Nous allons voir aussi un sondage. Ce n'était pas pour mesurer vos compétences, c'était simplement comprendre à votre niveau. On avait 11 répondants et 64 de ces personnes avaient déjà participé dans les réunions de COP. 5 de ces répondants avaient participé dans la prise de décision au niveau national ou dans les organismes de conseil. La plupart voulaient améliorer l'accès au financement de climat pour les organismes paysannes. La moitié voulait comprendre comment avoir une influence sur les négociations. Après ça, 36% voulaient comprendre l'accréditation pour le fonds de climat, à apprendre comment la prise de décision sur l'agriculture est faite pour réduire les risques de catastrophes. Et puis, 27% des répondants voulaient apprendre des processus nationaux sur la prise de décision autour des questions de climat et la planification. En conclusion, on voit qu'il y a quelques participants qui ont une très bonne connaissance dans les processus et il y en a qui croient qu'ils ne sont pas assez habitués à la terminologie utilisée, ce que ça signifie, etc. Donc, nous avons essayé d'être flexibles et de répondre à vos besoins diversifiés. Les sessions seront menées de façon à ce qu'il y ait une présentation par les experts, comme cette fois-ci, nous avons Dr. Mbezi. Nous allons essayer aussi d'explorer des experts différents de l'Afrique. Ils vont venir du continent. Il y aura toujours l'interprétation entre l'anglais et le français. Et à la fin, nous aurons la session de questions-réponses qui va vous permettre de poser des questions plus spécifiques et d'indiquer, de présenter votre feedback. Et nous espérons introduire les réponses plus interactives. Cette fois-ci, nous allons utiliser Mentimeter
Je vais partager le code avec vous à la fin de cette session pour que nous puissions l'utiliser. Et on va prendre 1h45 minutes, mais pour cette session, parce que c'est plus, ça va être plus long parce qu'on a fait des présentations. Et comme j'ai dit, il y aura aussi la possibilité de faire le feedback à la fin de la session. J'aimerais maintenant continuer directement concernant quelques concepts clés et quelques termes clés sur le financement. Et donc, dans le contexte du changement climatique, normalement, lorsque vous parlez de l'agriculture, on parle de ce qu'on appelle le secteur Apollo. Et cela vient de l'agriculture, les forêts et d'autres utilisations de terre. Ça a commencé au début de ce processus, lorsque les parties parlaient des émissions de gaz à effet de serre. Et l'IPCC qui analysait les études académiques, et premièrement, on parlait de l'utilisation des terres, le changement au niveau de l'utilisation des terres et des forêts, parce que c'est cela qui était important au début des négociations. Après, on a lié l'agriculture avec ces secteurs et le secteur des forêts. Et donc, avant, c'était l'ULUCF, et puis c'est devenu AFOLU. Et maintenant, AFOLU est vraiment, c'est une question qui traite les activités agricoles, les forêts, les autres activités sur le terrain. Lorsque vous traitez ces questions, c'est ça qu'on appelle l'ULUCF, on parle du dioxyde de carbone, donc ces émissions et ces suppressions. C'est parce que les forêts captent beaucoup de ce gaz, donc les forêts sont importantes pour nous pouvoir atténuer le changement climatique. Lorsque vous parlez de Afolu, et maintenant vous avez l'agriculture, vous avez deux autres gaz à effet de serre qui sont impliqués parce que les pratiques agricoles souvent vont aussi nous donner ces deux gaz. Donc, le méthane. Et lorsque vous parlez des forêts, on parle de dioxyde de carbone, mais avec l'agriculture, vous devez aussi mentionner le méthane et ces gaz qui sont émis, et surtout avec l'agriculture à travers les sols et la végétation. Donc, c'est-à-dire l'oxyde nitreux et le méthane qui se trouvent au niveau de l'atmosphère. Ici, la photo vous montre comment les différents processus se font au niveau de l'agriculture. Donc, les forêts vont capter le dioxyde de carbone. Mais lorsque maintenant on va récolter ou on va brûler, il y aura maintenant l'émission de ces gaz différents. Il y a aussi les animaux, surtout les vaches, qui produisent aussi le méthane et du fumier aussi. Mais nous avons aussi la production de l'oxyde nitreux. Il y a d'autres gaz, il y a la production du riz, produit beaucoup de méthane. Donc, vous voyez que l'agriculture et le secteur qu'on appelle Afolu va dans les deux sens. On va produire les gaz à effet de serre, mais va aussi supprimer ces gaz de l'atmosphère. Et ça, c'est la force du secteur. Lorsque vous avez les attraits avec les autres secteurs, on a les émissions. Et pour les autres secteurs, on ne fait que les émissions. Mais pour l'agriculture, on peut avoir les... Ah, il y a quelqu'un qui a son micro. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Au dernier diapo. Donc, quelles sont les sources principales? Quelles sont les activités qui produisent les gaz à effet de serre? Que ce soit le dioxyde de carbone, le méthane ou l'oxyde nitreux.
Mais lorsque vous considérez ceci, il y a l'élevage, et surtout lorsque vous avez affaire aux vaches, qui est le volume le plus élevé des gaz à effet de serre. On parle, c'est plus de la moitié. Et c'est-à-dire, on voit qu'il y a c'est la fermentation qui produit beaucoup de méthane. Et nous avons aussi le fumier. On trouve sur les pâturages et cela va produire le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde de nitrite. Il y a aussi les engrais synthétiques, qui est une autre source. Il y a aussi le riz, donc la production du riz aussi contribue à cette émission dans ce secteur. Et la raison, c'est que lorsque les sols sont couverts par l'eau, les sols produisent le méthane. Vous constatez que ici nous avons la gestion des fumiers aussi comme un ajout aux fumiers qui sont laissés sur les pâturages. Et puis enfin, il y a des personnes qui brûlent les savanes. En plus, lorsque vous avez affaire à des forêts, il y a toujours les calculs qu'on fait pour, lorsqu'on parle de déboisement pour l'agriculture, pour la construction des maisons, vous allez supprimer les arbres qui contribuent à capter les gaz à effet de serre. Voilà, ça c'est une situation sur les concepts de base, les termes clés. Finalement, je n'ai pas parlé de financement, même si j'avais promis de le faire, mais je crois que je vais maintenant donner la parole au docteur James Murabezi. J'ai constaté, James, que votre connexion n'était pas parfaite, mais peut-être vous pouvez ne pas activer votre caméra et vous allez tout simplement parler. Moi, je vais partager l'écran pour vous. Ça vous va comme ça? Oui, j'avais déjà commencé à partager. Sinon... Donc, oui, on va essayer de le faire comme ça. Donc, si ça ne marche pas, on peut toujours vous demander de faire, de partager. Comme Tina a dit, je vais vous parler de le processus de CCNUCC. Lorsqu'il s'agit de présenter l'origine du cadre de convention sur le changement climatique et aussi les processus dans le contexte de ce processus du début jusqu'à là où nous sommes maintenant. Donc, on aura des discussions plus détaillées pour contextualiser le rôle de CCNUCC en agriculture. Donc, notre façon de le faire, nous allons parler de l'origine et la progression du cadre à la convention sur le changement climatique. Nous allons aussi parler de conférences des parties des COP, c'est-à-dire qui sont les événements qui se font dans le processus de CCNUCC. Et on a aussi le protocole de Kyoto, les accords de Marrakech. On va aussi parler des moments spécifiques dans la vie de ce cadre de convention par rapport au changement climatique. Et puis finalement, nous allons parler des résultats clés, surtout autour de conférences de parties, et aussi parler des questions modernes concernant. Aussi, on va parler de COP28, qui est le COP. Lorsqu'il s'agit maintenant de parler de l'origine de la pression. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est parlé. Donc, le CCNUCC a été établi par le panel intergouvernemental qui est établi en 1988, qui est établi
au sein des organisations de la météo au niveau mondial et aussi avec le programme de l'environnement au niveau de l'ONU. Et on voulait connaître les activités qu'il fallait mener et à l'observation qui se faisait à Hawaï de d'autres de météo à travers le monde. Et on a changé les contextes parce que c'était à cause de l'interférence du changement climatique. Mais pour établir des cas spécifiques pour l'interférence, donc l'UNEP a organisé un panel pour faire les évaluations de ce qui se faisait au niveau des systèmes climatiques. Comme une organisation scientifique, on a établi cette organisation comme une organisation intergouvernementale pour revoir les évaluations, les publications existantes sur la météo. Et on allait faire des recommandations spécifiques par rapport au changement climatique, voir comment les traiter. Et on a commencé ce que nous avons pour réduire l'évaluation et surtout ce qui s'est fait en 2090. Et dans cette première évaluation, on a conclu que les émissions avaient connu une croissance et avec une concentration très élevée des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Donc voilà, c'était ça l'évaluation. Donc on voyait que le changement climatique était en train de se produire. On a des difficultés à vous suivre, la connexion n'est pas très claire. Je ne sais pas si je peux partager et vous ne faites que parler pour réduire la force que vous avez au niveau de votre si vous pouvez arrêter de partager, comme ça je vais pouvoir présenter pour vous. Donc, si vous pouvez faire la présence sous forme de presentation mode. C'est mieux, oui, c'est mieux maintenant, c'est mieux. Okay. Et donc, j'étais au point où je disais que le premier rapport d'évaluation, le IPCC a présenté un argument très fort que le changement climatique était anthropogénique. Et lors de la deuxième conférence sur le changement climatique, on a fait appel à avoir un traité mondial pour répondre aux recommandations qui venaient de l'IPCC. Et donc, l'Assemblée générale de l'ONU a établi un comité de négociation intergouvernemental sous base des recommandations de l'IPCC. Et le comité a eu plusieurs sessions. Ils ont discuté comment avoir une stratégie mondiale pour traiter le changement climatique et ce que ça signifierait. Et ils ont donc discuté les engagements à faire pour réduire les émissions et aussi le calendrier d'activité pour
ces réductions. Ils ont aussi discuté les mécanismes de financement avant de faire les réponses, aussi le besoin d'avoir le transfert de technologie, c'est-à-dire des pays développés vers les pays sous-développés pour assurer qu'il y a la transition des technologies d'émission vers les technologies vertes. Il a aussi discuté le principe très important, c'est-à-dire le principe des responsabilités communes, mais différenciées chez les pays développés et les pays sous-développés. Ce principe était basé sur le concept que le changement climatique était anthropogénique et c'était la cause de l'interférence avec les activités. Et cela a été lié à la révolution industrielle et que les gaz à effet de serre ont été, la production est aggravée par l'utilisation des carburants, c'est-à-dire ce qu'on appelle des hydrocarbones et des autres processus qu'on a mis en place avec l'industrialisation accélérée. Et donc, il y a un rapport direct entre le montant de gaz à effet de serre qui sont émis et le développement industriel. Et donc, les pays qui se sont développés avant et qui ont bénéficié de la révolution industrielle sont plus responsables de la production de ces gaz et la concentration de ces gaz dans l'atmosphère par rapport aux pays qui sont actuellement en train de connaître l'industrialisation ou qui n'ont pas commencé à transformer leur processus de production. Donc voilà, ce sont les origines. Alors, maintenant, en 1992, tous les membres de l'ONU ont adopté les textes qui étaient proposés par le cadre de convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'était l'Assemblée générale et en juin 1992, l'ONU a ouvert les textes. Donc, c'est-à-dire le CCNUC pour la signature par les membres de l'ONU. Et ces signatures allaient se faire lors de la conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement qu'on appelait aussi comme le sommet de santé au niveau mondial qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992. Et donc, avec le sommet de santé au Brésil, on a introduit le processus de CCNUCC, on a commencé à signer la convention. La raison pour laquelle on l'appelait le cadre de convention de l'ONU sur le changement climatique, on ne l'appelait pas comme la convention de l'ONU. La raison, c'est parce que le traité de 1992 n'a pas spécifié des engagements spécifiques ou des cibles spécifiques et des accords de la part des parties, parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les parties concernant ce que chaque partie allait contribuer à l'action de climat. Et donc, le traité a été conçu de façon à pouvoir baser les arguments dans le futur à ce qui devrait constituer un changement climatique et comment cela devrait être constitué. Lors du même sommet en 1992, il y a deux autres conventions sur lesquelles on s'est mis d'accord. Premièrement, c'était la Convention sur la diversité biologique qui traite toutes les questions autour de la biodiversité et des écosystèmes et à délimiter les pertes génétiques qui sont liées aux activités humaines. Il y avait aussi la Convention sur l'action contre la désertification, avec une focalisation spécifique sur la délimitation de la désertification en assurant que les écosystèmes allaient continuer à fonctionner. Diapo suivant, si vous voulez. Oui. Donc, le processus de l'ONU se fait de façon à ce que, une fois qu'un traité, une convention est préparée pour les membres, lors d'une assemblée générale de l'ONU, les membres devraient signer ce traité et un nombre minimum de membres devraient prendre la décision avant que ça soit mis en œuvre. Mais il faut passer les processus nationaux pour ratifier le processus grâce au processus parlementaire. Et une fois que vous atteignez un certain nombre de ratifications, ce traité maintenant
entre en vigueur. Et comme j'ai dit, au niveau de CCNUCC, on n'a pas vraiment des engagements qui sont contraignants. C'est une convention volontaire, mais les traités qui ont été préparés après ont des engagements. En mars 1994, le CCNUCC avait maintenant atteint un nombre suffisant de ratifications pour entrer en vigueur. Et donc, c'est devenu maintenant une convention qui gouverne la réponse mondiale au changement climatique. Tous les pays qui avaient signé le traité maintenant sont devenus des parties à la convention. Les parties de la convention, chaque partie est un gouvernement, est une agence de gouvernance. Ce que cela signifie, c'est que tous les autres participants de la convention qui ne sont pas formellement des partis ou des gouvernements n'ont pas la capacité de prendre la décision au sein des opérations de la convention. Donc, cela signifie que les organisations comme les organisations paysannes, les représentants des secteurs privés, et les académiciens, les universités, les jeunes, ils peuvent participer dans l'opération de cadre à la convention, mais ils ne peuvent jamais prendre les décisions autonomes. Il faut quand même constater qu'il y a une focalisation pour voir comment la convention pourrait impliquer des acteurs qu'on appelle non étatiques. Donc, les membres du traité, les parties, mais aussi les autres qui ne sont pas parties du traité, et sont les acteurs étatiques, et les acteurs qui ne sont pas des États ne peuvent pas prendre la décision au niveau de la convention. Tous les pays au niveau du monde ont signé la convention de CCNUCC, mais comme on le sait, il y a des parties qui se sont retirées de la convention ou de certains de ces aspects. Et on va discuter des opérations de cela sur les opérations de la convention. Donc, les parties se réunissent annuellement lors de la conférence des parties de COP. Et l'objectif de COP, c'est de négocier les réponses multilatérales par rapport au changement climatique. La conférence des parties, c'est l'organe suprême de prise de décision. Donc, les décisions qui sont prises à ce niveau et la façon de prendre ces décisions. Et on a la concession, c'est-à-dire on a l'unanimité, donc et tous les partis devraient être d'accord avec une décision est prise. Et ça, c'est un défi par rapport aux opérations de CCNUC, parce que la plupart du temps, vous n'avez pas le consentement de tout le monde, et comme ça devient un défi. Les partis se réunissent chaque année pour revoir le progrès dans la mise en œuvre de la convention et aussi pour mettre en place des mécanismes pour la mise en œuvre de la convention et que ça soit plus efficace, pas basé sur les résultats des révisions. Et les décisions qui sont prises au niveau de COP sont prises par les représentants du gouvernement qui participent ou les autres partis qui participent dans ces COP, même s'ils ne sont pas là pour la prise de décision. Ils ne sont pas des participants qui peuvent prendre les décisions. Diapo suivant, si vous voulez. La convention elle-même a un secrétariat. Alors, il y a le secrétariat est un secrétariat du changement climatique, c'est UNCC. Alors, le mandat du secrétariat est stipulé dans la convention sous l'article 8 de CCNUCC qui décrit comment le secrétariat fonctionne. Alors, les fonctions comprennent toujours faire des arrangements pour les sessions de la convention et ainsi que d'autres organes de la convention. On va discuter cela un peu plus tard. Le secrétariat facilite la convention pour faire le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les parties sous les accords et aussi facilite la mise en œuvre des engagements, le maintien des registres des émissions des parties ainsi que le maintien des détails du progrès
sous les programmes de commerce des émissions. On va discuter cela plus tard. Aussi, il y a la coordination des secrétariats des autres organes internationaux et conventions. Ça, c'est les deux conventions, les deux autres conventions des conventions de Rio et aussi d'autres traités comme l'Organisation mondiale du commerce et aussi les traités sur la paix et sécurité et d'autres traités nécessaires et liés au changement climatique. Le secrétariat se trouve en Allemagne, à Bonn. Et c'est beau de savoir que les réunions des comités techniques est organisées par le secrétariat à Bonn 3 fois chaque année. Diapo suivant. Alors, les organes, à part le secrétariat, le convention cadre a deux autres organes subsidiaires qui se rencontrent 2 fois par an et puis chaque juin. Et puis, deuxième réunion en collaboration avec la conférence des partis et cela est organisé chaque fois qu'on a la réunion de conférence de partis. Alors, le subsidiaire, l'organe est un organe de mise en œuvre et la fonction, c'est conseiller la conférence de partis sur la mise en œuvre de la convention. Alors, le SEBA fait l'évaluation de la mise en œuvre du cadre et c'est clé pour l'évaluation le suivi et l'évaluation au niveau de la mise en œuvre des actions par les partis et se focalise sur l'évaluation en se focalisant sur l'atténuation. Il y a la réduction des émissions et aussi la transition. Et ici, il faut aussi le suivi et fournir les conseils au COP par rapport à l'adaptation au changement climatique et sur le financement et aussi sur le renforcement de la capacité. Comme vous le savez, la transparence et le renforcement de la capacité sont les blocs nécessaires pour le CCNUCC. Alors, on utilise un processus qui s'appelle MRB, c'est-à-dire suivi, rapportage, et comme ça, on fait le suivi des activités et comme ça, on vérifie ce qui est contenu dans les rapports. Et on fait cela en utilisant un processus qui s'appelle le processus international d'évaluation, qui est l'objectif de ce processus de révision, c'est promouvoir la compatibilité entre les efforts menés par les parties différentes dans tous les piliers de l'ONU, du cadre contre des engagements et comme ça assurer la compatibilité pour toutes les parties. Ça, c'est la première organe. La deuxième organe du cadre convention, ça c'est pour l'organe pour le conseil scientifique et technologique, c'est SABSTA. Comme vous le savez, cela fournit les conseils sur les aspects scientifiques, technologiques et méthodologiques sur le changement climatique et l'impact du changement climatique. Et cela est sous l'article 9 du cadre convention. Et cela conseille aussi la mise en œuvre des deux traités sous, ça c'est l'accord du Paris et le protocole Kyoto. Et on va discuter cela dans un moment. Et comme SABSTA qui se focalise sur atténuation, alors SABSTA se focalise sur l'impact du changement climatique et la vulnérabilité au changement climatique et les mesures de réponse, y compris la mitigation, l'atténuation au changement climatique, et fait la promotion du transfert technologique et fournit aussi les directives par rapport à la mise en œuvre de l'atténuation. Et cela se focalise sur l'évaluation de l'impact et la vulnérabilité. Le travail de cet organe de SABSTA
est menée en étroite collaboration avec les évaluations des panels intergouvernementaux sur le changement climatique. Alors, ce groupe participe une fois chaque année et Substat et fait l'évaluation du rapport de IPPC et utilise cela pour faire l'évaluation de la mise en œuvre de la convention et pour aussi fournir des recommandations par rapport aux études à mener ou nécessaires pour mieux comprendre le changement climatique. Diapo suivant. Et si nous revenons à la convention cadre, l'objectif général de la convention, c'est lutter contre l'interférence humaine sur le système. Dangereux signifie ce qui est irréversible et nous pouvons discuter le détail ici, mais cela est basé sur le fait que si le réchauffement climatique est là, il y a une possibilité que cela devient irréversible. Et comme ça, et tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas capables d'arrêter le changement qui se passe dans le climat. Et l'accord de Paris limite cela. Et pour que nous n'allons pas au-delà du point où nous n'allons pas contrôler. Alors, ici, c'est que nous devons arriver au moment d'éviter l'interférence par les activités humaines. Et comment est-ce qu'on va faire? C'est contrôler, stabiliser les gaz à effet de serre en faisant l'atténuation de cela et en gérant l'absorption de carbone dioxyde qui existe déjà dans l'atmosphère en utilisant les processus écologiques. Alors, la Convention fait un appel pour classifier les parties en annexe et ceux qui ne sont pas annexes. Ça, c'est en lien avec le principe commun et différencié de la responsabilité. Les parties de l'annexe sont des pays, des parties qui sont avancés, développés au niveau du développement. C'est-à-dire que les pays annexes sont des pays qui contribuent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les autres qui sont non annexes sont des pays en voie de développement dont la responsabilité ou dont la préoccupation, c'est s'adapter à l'impact du changement climatique, reconnaître qu'ils ne sont pas responsables de ce changement. C'est ça la structure que nous avons au niveau du cadre, de la convention cadre. Alors, l'accord, comme nous avons noté, la convention est entrée en vigueur en 1994 et on a eu la première réunion en 1995, une année après l'adoption de la convention. Alors, pendant la première réunion, la première COP a été tenue en Berlin, en Allemagne, et qui a été présidée par Angela Merkel, comme vous le savez, est devenu le chancelier Madame le chancelier de l'Allemagne. On a eu des décisions qui ont été prises à cette époque et qui étaient les recommandations pour l'organe pour la scientifique et technique, qui a recommandé que les engagements pris par les partis étaient vraiment inadéquates pour réaliser les objectifs et surtout pour atténuer le changement climatique, pour éviter le niveau irréversible. Alors comme ça, on n'a pas eu des engagements qu'on sera capable de réaliser l'objectif. Alors on n'a pas eu les émissions contraignantes. Les pays membres ont décidé à cette époque que les émissions n'étaient pas suffisantes et la meilleure façon pour s'assurer que nous avons des engagements, c'est avoir un protocole qui aurait des engagements contraignants.
parmi les pays annexes A pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la focalisation était établie un nouvel organe qui était un groupe spécial pour négocier la structure de ce protocole qui pourrait contenir les engagements contraignants. Alors, le mandat a été mis sur place qui a établi un processus pour négocier les engagements renforcés pour les pays en voie de développement vers les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'était la base de la première traité contraignante qui est toujours le protocole Kyoto. Le diapo suivant. Diapositive. Alors, COP doit continuer avec les négociations vers l'opérationnalisé du mandat de Berlin, mais c'est jusqu'au niveau du COP 3 en 1997 quand le protocole Kyoto a été adopté. Alors, le protocole de Kyoto était la meilleure traité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une traité parce que c'était contraignante qui était différent des autres qui n'avaient pas des engagements contraignants. Le défi qui restait avec ce protocole, cela couvre 27% des émissions de gaz à effet de serre. Cela veut dire que les engagements de réduction des émissions ce sont des émissions par les pays développés. Et alors, chaque économie n'avait pas des engagements. Alors, ces pays qui avaient des engagements couvrent 27% des émissions de gaz à effet de serre en 1997. Cela était le défi à cette époque. Alors, si nous revenons au secrétariat du changement climatique, cela est devenu le secrétariat du protocole et l'organe subsidiaire fourni en appui au protocole. Alors, le SBI et SBETA contribuent à ce protocole. Alors, les pays d'annexe A se sont mis d'accord comme faisant partie de l'accord du protocole Kyoto pour s'assurer que leurs émissions de gaz à effet de serre seraient réduites par 50%. C'est-à-dire pendant la période, ça c'est 2008 à 2012. Alors, la première période du protocole Kyoto était 5 années. Et 1990 était la ligne de base pour comprendre l'interférence humaine sur le changement climatique. Alors, à la fin de cette année, c'est-à-dire 2008, les pays annexes WAC étaient obligés de réduire par 1,2% et les réductions provenaient du bloc soviétique. Et la raison est parce que ces économies ont échoué. Et comme ça, on n'a pas eu la réduction qui venait du protocole. Mais la convention était liée aux actions climatiques et ça, c'est une observation que nous avons notée pendant cette période. Le diapo suivant. Alors, l'opérationnalisation du protocole Kyoto après l'adoption en 1997 était finalement s'accorder au niveau du COP6 à Bonn, là où le livre des règles a été adopté. C'est un livre qui fait référence au manuel de procédure par rapport à la mise en œuvre des dispositions du protocole et ce sont des dispositions par rapport au pourcentage que chaque partie devrait réduire, comment cela sera rapporté, le suivi et les mécanismes pour le commerce des crédits de carbone, ainsi de suite. Mais l'économie le plus gros qui émet cela
a refusé de ratifier le protocole, c'est-à-dire les États-Unis. Après la réunion de 2001, il y avait le Canada, l'Australie, la Russie qui ont retiré, même s'ils ont ratifié, ils ont décidé de ne plus s'accorder au protocole et comme ça l'efficacité est réduite de la convention cadre. Le diapositive suivant. Alors, ça c'était COP6. Et maintenant, la 7e conférence de parties a produit ce qui est appelé accord de Marrakech qui définit les termes de la mise en œuvre du protocole Kyoto. Alors ici, les accords travaillent sur l'opérationnalisation du protocole avec 3 mécanismes. Il y a le développement clean, le CDM, il y a le mécanisme de mise en œuvre conjointe et le commerce des émissions, le OT. Et alors, l'objectif de ces 3 mécanismes, c'est pour s'assurer que nous avons la responsabilité des émissions. Et aussi, les limites ne vont pas être obstacle des économies de ces pays qui faisaient la réduction des émissions sous le protocole et sous la convention. Et cela a été fait en opérationnalisation de la première CDM qui permet les pays développés, c'est-à-dire les pays annexes A qui se sont engagés de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et dans une année, si les émissions allaient au-delà de X, là où on s'est fixé, ce pays devrait investir dans d'autres pays, là où on n'allait pas en excédent de ce qui a été fixé. Et comme ça, pour développer les projets, pour soutenir les projets qui sont bons et comme ça qui réduit les émissions. Et c'est ça, sur CDM. On a eu le mécanisme de mise en œuvre conjointe GI et ça, c'était entre les pays de chaque groupe. Alors, la différence entre le GI, c'est que cela se focalise sur faciliter le commerce entre les parties de l'annexe A et les autres. Alors, le commerce d'émissions était pour la création, c'est-à-dire pour mesurer les émissions et créer un marché dans les crédits de carbone. Alors, un pays, par exemple, ou une institution, une coopération, épargne le carbone ou investit dans un processus qui réduit les émissions ou crée des opportunités pour l'absorption des émissions dans l'atmosphère pour chaque tonne. Et chaque tonne est donné un équivalent de crédit. Alors, on a toujours l'équivalent d'un tonne de crédit qui est stocké dans une forêt, par exemple, dans un écosystème, ou peut-être ce qui est épargné en gérant les systèmes pour améliorer des systèmes. Alors, une institution, un organe gagne le crédit. Et cette institution est permis de vendre cet crédit à une organisation, une entité qui cherche à accroître les émissions, mais qui n'a pas vraiment cette capacité. Et si vous allez à une entreprise qui aimerait accroître les émissions de gaz à effet de serre, et pour accéder à cette autorité d'accroître les émissions, ils peuvent aller à une entreprise qui a déjà les crédits de carbone et achète le crédit. Et comme ça, c'est vraiment comment on fait les calculs et comment cela marche. Alors, ce sont les mécanismes qui ont été formalisés sous le protocole Kyoto et aussi la conformité. Un régime de conformité est mis en œuvre qui devrait être suivi par les organes de subsidiaires.
Et le diapositive suivant. Alors, Tina a déjà mentionné l'ULUCF, c'est-à-dire l'utilisation de la terre, le changement de la terre et aussi la foresterie. Cela est important pour l'Afrique parce que vous connaissez les émissions viennent du secteur agricole. Et le secteur agricole est un secteur important pour nos économies et qui contribue plus de 30% du PIB et engage plus de 70%. Et comme ça, c'est un domaine, secteur important et qui compte un pourcentage de l'utilisation de la terre. Et ça, c'est l'agriculture, foresterie et d'autres utilisations de la terre. Alors, le COP7 Marrakech a adopté une décision qui ciblait d'établir des principes pour gérer les émissions qui viennent du secteur LULUCF. Cette décision était basée sur l'article 3,3 du protocole qui cherche à enlever les émissions de gaz qui résultent d'utilisation de la terre et des activités de foresterie pourraient être utilisées pour respecter les engagements. Alors, les crédits de carbone étaient résultats de ce secteur de LULUCF. Alors, la COP a demandé à IPCC de produire un rapport par rapport à l'utilisation de la terre et le changement d'utilisation et la foresterie. Ce rapport a été produit en 2000 et cela a recommandé parmi d'autres COP. Oui, les activités de l'OLOCF pourraient être mises en œuvre dans les moyens où les pays pourraient acheter, réduire les émissions et cela pourrait être de façon abordable. Et comme ça, comme résultat, on a créé un programme de réduction de déforestation et la dégradation des forêts. C'est-à-dire le RED+. C'est un programme qui est à long terme et ça c'est vraiment un mécanisme pour assurer la gestion durable des forêts et les forêts deviennent des écosystèmes qui absorbent les gaz à effet de serre et c'est grâce au maintien des couvertures de foresterie et pour s'assurer que nous n'avons pas la perturbation des forêts ou peut-être les dégradations des forêts. Et les mécanismes sur le commerce de carbone et donner une entreprise ou un gouvernement qui gérait le système foresterie pourrait avoir des crédits par rapport au carbone qui est séquestré ou stocké dans la forêt et comme ça, il serait capable de vendre les crédits aux autres entreprises qui voulaient émettre plus de carbone sur l'environnement. Le défi en Afrique, le prix de carbone au niveau de protocole Kyoto n'est pas allé au-delà de $10 par tonne. Et pour la période, c'était calculé entre 3 et 7 dollars par chaque tonne de carbone séquestré. Et cela a été vraiment inadéquat pour être compétitive avec d'autres utilisations de la terre. Par exemple, vous pouvez gagner plus si vous utilisez la terre pour l'agriculture. Comme ça, vous pouvez aussi avoir plus de valeur avec des espèces compétitives. Et c'est ça vraiment le défi que nous avons par rapport au RED+, c'est le prix de carbone. Dans d'autres systèmes, au niveau de l'Europe, pourrait vendre jusqu'à 8 dollars par tonne. Et comme ça, vous pouvez voir la différence du prix au niveau de l'Afrique et dans d'autres régions. Le diapo suivante. Alors ici, Marrakech, c'est-à-dire jusqu'à COP13 en 2016, qui a adopté une feuille de route de Bali et un plan d'action avec l'objectif
se mettre d'accord sur un protocole après Kyoto sur base de la reconnaissance des inconvénients du protocole Kyoto. Alors, on a eu le COP en 2007 à Bali qui s'est focalisé sur aider les pays en développement, voie de développement, d'avoir des plans d'adaptation et aussi pour s'assurer qu'il y a du transfert technologique pour soutenir ces pays de se mettre dans un trajet clean. Alors cela a été suivi par COP15 de 2009 qui se focalise sur un accord pour fournir en finance aux pays en voie de développement pour mettre en œuvre leurs actions de développement. Au Copenhague, on s'est engagé de fournir plus de 30 milliards de dollars qui appelaient la finance Fast Start pour la période 2010-2012. Alors après, on a eu un engagement de fournir plus de 100 milliards de dollars. Il faut noter, et nous avons déjà entendu cela, que nous devons avoir 100 milliards de dollars pour s'assurer que nous pouvons adapter. Alors, nous n'avons pas de base scientifique qui soutient cela. Cela n'a pas été produit par SBI ou Substa ou le IPCC, mais c'était vraiment un engagement politique qui a été mené dans un effort pour s'assurer que nous avons un résultat au niveau de Copenhague. Et puis après ça, on a eu un effort pour quantifier le financement climatique et c'était la négociation principale qui allait vers COP18. Ici, on reconnaît que nous n'avons pas une justification pour 100 milliards de dollars par an. Et on a noté que cela n'est pas adéquat pour les actions du climat sous le NDC que je vais discuter après. Et puis, parce que ce n'est pas vraiment un engagement contraignant, la contribution sera vraiment inadéquate si vous donnez 100 milliards de dollars. Le diapositive suivant. Oui, après COP15, la COP suivante au Mexique continue avec des discussions par rapport au financement des actions climatiques et surtout pour aider les pays en voie de développement. Et cela établit les cadres pour le Green Climate Fund ainsi que le mécanisme de technologie pour soutenir le transfert de la technologie. Il y a aussi le cadre d'adaptation qui soutient les actions du climat qui cible les pays en voie de développement. Bon, alors cela a été suivi par COP11 à Durban en Afrique du Sud, où les pays ont commencé à finaliser les engagements qui ont été menés autour d'un accord du changement climatique au-delà du protocole de Kyoto. Alors, cela a été suivi de COP18 à Doha en 2011, où les pays se sont mis d'accord de faire avancer le protocole Kyoto. Alors ici, les questions sur l'agriculture ont été recommandées par l'organe subsidiaire. Pour la compréhension des processus agricoles en Afrique. Diapo suivant. Pour maintenant vous parler des COP près la réunion de Durban, le COP19 qui a eu lieu en Pologne a produit les résultats de Wasson avec une série de pratiques pour réduire les émissions à partir de déboissement et la dégradation des forêts. Donc les mécanismes pour adresser les pertes et les dommages qui sont causés par les impacts du changement climatique. C'est ça qu'on appelle le mécanisme de Wasson.
Le COP 20 en 2014 a reconnu que même si le progrès avait été fait, il fallait avoir la finalisation d'un traité pour succéder au protocole de Kyoto. Et les gouvernements se sont mis d'accord de faire des efforts pour atteindre cet accord dès 2015. C'est pour ça qu'on a vu COP 19 à COP 20, 21 à Paris, et c'est là où les dispositions actuelles ont été fixées. L'accord de Paris, pour la première fois, maintenant réunit tous les pays pour avoir un accord concernant la mise en œuvre des engagements sur le changement climatique au niveau national, qu'on appelle les NDC. La différence entre les accords de Paris et le protocole de Kyoto, c'est que le protocole de Kyoto avait considéré les d'atténuation par les pays de Annexe 1, de faire les paiements, de contribuer aux différents fonds climatiques qui avaient été établis pour aider les pays en voie de développement pour pouvoir gérer leur action de climatique. Et avec les accords de Paris, on a dit que tous les pays avaient le même niveau de responsabilité, même s'il y en a responsabilité commune et la différenciation au niveau de la responsabilité. Mais tous les pays devraient mettre en œuvre les actions pour l'atténuation et pour l'adaptation, même si on continue à reconnaître que les pays développés ont une responsabilité plus élevée par rapport aux pays en voie de développement. Donc, l'accord de Paris a été rapidement ratifié avant 2016 par le COP 22 et tous les partis avaient ratifié les accords de Paris qui représentaient plus de 80% de toutes les émissions au niveau mondial parce qu'il y avait la participation de tout le monde. Pour l'Afrique, les INDC des continents africains avaient un rôle très important par rapport à l'agriculture et le secteur affolou parce que beaucoup de pays africains s'engagent pour mettre en place des mesures pour réduire les émissions qui viennent du secteur agricole et aussi réduire voilà, ces créations liées à l'agriculture et aux forêts, de faire des investissements dans les actions d'adaptation dans le secteur affolou. Donc, l'affolou devient le secteur le plus important pour les NDC en Afrique, aussi très important dans le sens où la plupart d'activités de mise en œuvre pour les NDC en Afrique seront atteints grâce à la disponibilité de financement des sources externes au lieu de sources internes. Ça, c'est important parce que presque 80% des NDC africains sont financés par les fonds comme le fonds vert, Green Fund, des Global Environment Facility, etc. Alors que la projection, c'est que c'est seulement 20% de ces actions qui seront financées en utilisant les fonds nationaux. Et puis, nous avons COP 22 qui a suivi le COP de Paris et a créé le partenariat de Marrakech et a commencé sur le processus de développer un manuel de réglementation pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et le manuel de réglementation avait des mécanismes pour les nécessités, donc les exigences, pour assurer que l'accord de Paris est en œuvre. Il y a, après ça, nous avons le COP 23 qui a eu lieu à Bonn. Donc, le COP 23 était censé aller à Fidji, à Bula, mais le gouvernement de Fidji n'avait pas la possibilité financière d'organiser le COP. Ils avaient accepté d'organiser une telle conférence et ils savaient qu'ils n'avaient pas l'argent pour le faire. Mais ça, c'était une décision qu'on a fait exprès pour démontrer l'incapacité que les petits pays n'ont pas pour organiser ces réunions. Et donc, le président Fidji a lancé ce qu'on appelle le dialogue de Talanoa, qui était censé établir la révision des NDC, parce que le gouvernement de Fidji est
avait reconnu le fait que les engagements que les pays prenaient au stade de NDC, c'est-à-dire les engagements des accords de Paris, n'allaient pas nous permettre d'atteindre les objectifs ambitieux de la réduction. Et le danger, c'était que on avait déjà le sentiment de ce danger dans les pays petits îles comme Fidji. Donc, il fallait avoir un dialogue interne pour commencer à réfléchir sur il fallait revoir les dispositions au niveau de NDC pour assurer que l'accord de Paris est pratique. Le COP 23 aussi établit le travail conjoint coronavien sur l'agriculture. Le coronavien était une décision phare qui a reconnu la potentialité unique de l'agriculture pour répondre au changement climatique. Et en particulier, la décision coronavien a traité, diapo suivant, des sujets liés au changement climatique et à l'émission de gaz à effet de serre et à la séquestration de ces gaz dans le secteur agricole. On s'est intéressé à l'amélioration du carbone au niveau des sols, les questions de l'utilisation de nutriments, par exemple l'utilisation des engrais, la gestion du fumier, etc. On s'est intéressé sur la question de gestion des eaux, la gestion de bétail, donc les systèmes, y compris les émissions par les bétails, mais il y avait aussi la gestion des pâturages pour les bétails. On avait aussi une méthode pour évaluer l'adaptation aussi, les dimensions socio-économiques et de sécurité alimentaire par rapport au changement climatique. Donc voilà, ça c'est le travail conjoint qu'on appelle Coronivia et qui est maintenant devenu maintenant partie des résultats de COP27 qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh. Le groupe des négociateurs africains ont aussi parlé de comment les parties sont représentées dans les négociations. Mais le groupe des négociateurs africains sont des experts qu'on appelle les AGNES. C'est un groupe d'appui experts qui existe pour faire le suivi sur la mise en œuvre du travail fait par le groupe de travail de Coronavia pour voir comment gérer les questions de façon à ce que le secteur agricole puisse continuer à se développer sur le continent. Je poursuivons, s'il vous plaît. Donc, on a eu les autres COP qui ont suivi, qui se sont focalisés sur comment opérationnaliser maintenant le manuel de règles sur les accords de Paris. On a commencé pour le COP 24, 8 en Pologne, et puis COP 25 qui a eu lieu à Madrid sous la présidence de Chili. Et certaines des complexités autour de l'adaptation de ce manuel de réglementation s'est produit lors de COP 25, surtout en ce qui concerne l'article 5 de l'accord de Paris qui avait créé le commerce en carbone. Ça a été suivi par le COP 26 qui a eu lieu à Glasgow. Je vous rappelle que le COP était censé avoir lieu en 2020, mais a été reporté en 2021 parce qu'il y avait la COVID-19. Donc la pandémie à l'époque. L'objectif principal du COP 26, c'était de solliciter des engagements pour l'activité à faire d'ici 2020 et aussi avoir le maximum d'un réchauffement qui ne va pas au-delà de 1,5 degrés. Il fallait aussi accélérer la réduction et la mobilisation de financement climatique qui avait été faite au niveau de la réunion de Covenant. Il y avait aussi le travail qu'il fallait faire au niveau de l'agriculture grâce à Coronavia. Donc, le dernier COP qui a eu lieu, c'était le COP 27 qui a eu lieu en 2022. Et l'essentiel de ce COP, c'était l'adoption des fonds sur les pertes et les dégâts.
Rappelez-vous que lors du COP à Oslo, on s'est mis d'accord sur l'établissement d'un fonds des pertes et dégâts, mais ça n'a pas été opérationnalisé. C'est ça qu'on a rendu maintenant pratique et on est en train d'établir à ce fonds actuellement. Cependant, l'actualisation réelle de ce fonds, on n'a pas résolu les questions de comment on va le faire. Il y avait aussi la transformation agricole, qui est une initiative qui aimerait améliorer les contributions du changement climatique à la transformation des systèmes alimentaires et agricoles en Afrique d'ici 2030. Le COP27 n'a pas pu mettre en place des décisions sur la réduction au niveau zéro. Et surtout la question concernant la suppression de charbon et les autres produits qui sont basés sur le carburant. Donc, la demande a été et la mise en œuvre de ce travail conjoint sur la sécurité alimentaire a été établie lors du COP27. Donc, c'est quoi cette transformation au niveau des systèmes alimentaires? C'est un programme de coopération de multi-acteurs où les membres vont organiser des réunions annuelles avec la facilitation de l'organisation FAO. Initialement, donc la PAM, initialement, on voulait se focaliser sur l'accès au financement et essayer d'améliorer les capacités des pays pour identifier et avoir accès à l'investissement de changement, des fonds de changement climatique et des investissements, avoir un pilier sur les connaissances et les capacités pour faire les analyses et développer les lignes directrices pour appuyer le développement de capacités. Et finalement, le dernier pilier, c'était une focalisation sur un appui sur la politique et aussi le dialogue entre les parties. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour aller au-delà de COP27, nous sommes là maintenant en 2023, nous allons vers le COP28. Si vous regardez le côté droite, vous voyez ce que nous avons pu atteindre à COP27. Il y a eu la décision sur les pertes et les dégâts, une décision sur la transition vers l'énergie propre. Il y avait une décision d'appuyer le Global Stock Take, c'est-à-dire pour appuyer la mise en œuvre de tous les NDC, et donc tous les partis. Il y a aussi un progrès vers l'objectif mondial sur l'adaptation et les nouveaux accords sur le financement du climat. Et on a eu aussi des initiatives bilatérales et multilatérales par le secteur privé pour appuyer les actions autour du changement climatique. Voilà sur les défis prises. À droite, vous avez des questions qui n'ont pas été résolues, donc qui restent en cours d'être résolues. Premièrement, c'est concernant l'initiative de perte de dégâts. COP28 va maintenant expliquer comment on va faire la mise en œuvre de cette initiative, comment on va faire les évaluations de perte des dégâts, qui va payer, etc. Et même si le COP27 s'est mis d'accord sur la transition à l'énergie propre, on n'a pas pris une décision sur l'élimination du charbon. Et donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est de se donner une période de temps pour éliminer l'utilisation du charbon. Malgré cela, beaucoup de pays développés, les parties de ces pays, utilisent toujours le charbon. Comme on a vu depuis le conflit en Ukraine, en fait, on a eu une augmentation dans l'utilisation du charbon, surtout pour la génération du courant pour les pays développés. Et comme résultat, et de l'interférence qu'ils ont connue dans la chaîne d'approvisionnement pour l'énergie propre et surtout le gaz naturel. Donc, on a la dépendance accrue sur le charbon. Et c'est peut-être raison que ça devient difficile de se mettre d'accord sur la suppression
Il y a aussi besoin de se mettre d'accord sur les paramètres et les matrices pour mesurer les différentes choses qu'on mentionne dans les accords. Et par exemple, c'est quoi financement climatique, combien est contribué, comment nous comprenons le progrès qui est fait vers l'objectif sur l'adaptation. Le défi, c'est que l'adaptation prend de différentes formes dans les différents pays et les différents contextes. Est-ce qu'on peut avoir une façon commune pour faire ces évaluations dans les pays développés et les pays sous-développés? Donc, le COP18 devrait traiter ces questions, surtout expliquer comment on va mesurer et surtout en climatique, quelles sont les méthodologies et comment est-ce qu'on peut faire le rapport, le compte, et quel est le montant suffisant, combien ce financement pourrait venir à des sources publiques ou des sources privées, et puis aussi voir à quel niveau est-ce que les initiatives bilatérales et multilatérales qui sont négociées en dehors du mécanisme seront maintenant vont s'éloigner de l'utilisation des sources des fonds publics pour répondre aux questions du changement climatique. Voilà ce qu'on va discuter lors du COP18 et 28, pardon. Je crois que c'est la dernière diapositive et je m'arrête là. Merci beaucoup de votre aimable. Merci, James. C'était vraiment beaucoup d'informations, mais c'était très clair parce que ça nous a pris du début jusqu'à la fin et ça nous a montré autour du monde comment, premièrement, on a eu un accord, mais il n'y avait pas de quelque chose de concis. Comment on est arrivé maintenant à Kyoto, à protocole de Kyoto, ce qui s'appliquait aux pays développés à Paris. On a eu des pays qui sont engagés au changement climatique, mais il y a encore plusieurs questions liées surtout à comment nous mesurons le financement, comment on mesure les